Donc, on vous rappelle que le GRIS organise des conférences à chaque mois sur différentes thématiques qui s'insèrent dans l'un des axes du projet du groupe. Donc, autant au niveau des capacités adaptatives des enfants, au niveau des parcours développementaux et dans le but de soutenir les périodes de transition chez les personnes exposées aux conséquences de difficultés adaptatives. Donc, voilà. Donc, pour la prochaine programmation, ça va venir bientôt pour la session d'hiver. Donc, on conclut notre session avec Caroline aujourd'hui. Donc, Caroline, tu peux partager ton écran, s'il te plaît. Ça fonctionne bien? Oui. Donc, vous voyez bien? Merci. Oui, on va très bien, merci. Super. Donc, je vais débuter. Est-ce que l'enregistrement, c'est parti? Donc, faites-moi signe s'il y a quoi que ce soit en cours de route. Donc, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très apprécié, très heureuse, je peux dire, d'être ici aujourd'hui, même si on est peut-être tous à distance. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous partager là, la trousse cerveau qu'on a développée avec mon équipe. Mais pas seulement mon équipe, avec des cliniciens, des personnes concernées, donc des personnes qui présentent des troubles cognitifs. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler aussi des difficultés cognitives qu'on peut observer dans un contexte de santé mentale, problématique en santé mentale ou d'adversité aussi. Donc, voilà le plan. J'espère que vous allez rester et que ça vous intéresse. Donc, mon nom, oui, Caroline Steller, je suis professeure à l'Université Laval. Je suis neuropsychologue de formation. Je suis donc professeure titulaire, chercheur au Centre de recherche Cerveau à Québec et au séisme aussi. Je suis également chercheure au CRUGEF et directrice scientifique adjointe là, récemment du CRUGEF. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de parler de cognition avec vous, mais aussi de comment outiller les intervenants et les jeunes qui présentent ces difficultés-là. Donc, des difficultés cognitives, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu là, des jeunes, des adolescents, puis des fois aussi, bien évidemment, des personnes âgées. Par exemple, je ne suis pas intelligent, j'ai de la difficulté à mémoriser, je ne pourrais pas réussir à l'école. Ça, c'est des plaintes qu'on entend souvent quand je parle de plaintes, des plaintes cognitives subjectives, donc qu'on entend de la part de certains jeunes. Les idées ne sont pas claires dans ma tête, j'ai vraiment de la difficulté à m'organiser pour réaliser des tâches. Donc, souvent ici, c'est des difficultés des fois un peu plus au niveau des fonctions exécutives, au niveau des capacités d'organisation. J'oublie souvent mes rendez-vous. Donc, ici, on ne parle pas juste d'une fois en oubliant un rendez-vous, mais tu sais, quand c'est vraiment fréquent, puis que ça a un impact sur le fonctionnement au quotidien, ça devient très dérangeant. Et je suis très distraite par tout ce qui se passe autour de moi. Donc, vraiment, ce sont des difficultés cognitives qui sont rapportées par les personnes concernées, les personnes qui peuvent présenter des difficultés. Mais ces difficultés cognitives-là, donc, elles sont rapportées par ces mots-là, mais elles sont également rapportées dans les écrits scientifiques. Donc, on a, avec mon équipe, réalisé une revue systématique de méta-analyse. Donc, concrètement, on a pris plusieurs méta-analyses qui étaient publiées dans les écrits scientifiques et pour différentes problématiques en santé mentale, par exemple les troubles psychotiques, troubles anxieux, troubles bipolaires, TDAH, donc des troubles de santé mentale qui ont certaines composantes génétiques communes mais qui sont assez fréquents. Donc, on a pris toutes les méta-analyses qui étaient disponibles, on a regardé au niveau méthodologique la qualité de ces méta-analyses-là et tout dans une perspective longitudinale, mais pas dans des études longitudinales, transversales, mais sur le long cours. Donc, on a regardé des méta-analyses chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes et chez les personnes âgées. Donc, c'est un travail énorme qui a été fait par une de mes étudiantes au doctorat, Caroline Hess-Richard. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a observé à travers cette revue systématique-là des méta-analyses? C'est qu'il y a des atteintes neuropsychologiques qui sont communes dans les troubles de santé mentale. Bien que ce soit moins connu, en ce sens où on peut, souvent ce qui est plus flamboyant, ça va être des symptômes cliniques. Par exemple, si on pense aux troubles psychotiques, on va mieux connaître, par exemple, des délires ou des hallucinations. Mais de dire que dans un trouble de santé mentale, on a des difficultés cognitives, c'est pourtant bien connu, mais c'est moins d'emblée qu'on va avoir tendance à passer à ces difficultés-là. Et pourtant, dans notre revue systématique des méta-analyses, on s'est aperçu donc qu'elles sont présentes, les difficultés cognitives, lorsqu'on compare à un groupe témoin, donc un groupe qui n'avait pas le trouble de santé mentale. Et les difficultés sont présentes chez les enfants, chez les adolescents, premier épisode des populations adultes.
Et ce qu'on a remarqué, vous voyez juste en bas, il y a un continuum ici de sévérité, c'est qu'à travers les troubles de santé mentale qu'on a regardés, les troubles psychotiques vraiment se distinguent des autres troubles de santé mentale en termes d'atteintes qui sont plus étendues. Étendues ici, on veut dire, bien, il y a des difficultés autant au niveau de l'attention, la mémoire de travail, mémoire épisodique, fonction exécutive. Donc, c'est assez étendu et sévère. Donc, ici, on parle en termes de taille d'effet. On a des tailles d'effet, là, vraiment, qui dépassent le 1, vraiment à -1. Donc, c'est vraiment des tailles d'effet quand même qui sont importantes et donc, comparativement à d'autres troubles de santé mentale. Donc, on a schizophrénie qui sont plus sévères, puis un peu moins sévères, les troubles anxieux. Même si c'est moins sévère au niveau des tailles d'effet, ça ne veut pas dire que c'est moins important, les difficultés qu'on va observer au quotidien, parce qu'on les mesure comparativement à des groupes, mais concrètement, après ça, il y a toutes les répercussions au quotidien de ces difficultés-là. Donc, ça peut amener des difficultés au niveau de la concentration à l'école, le fonctionnement, réussite scolaire. Donc, vraiment, il faut s'y attarder parce que ça peut amener des difficultés de fonctionnement. Donc, il y a évidemment la question des troubles de santé mentale dont j'ai parlé. On comprend donc qu'on observe des difficultés cognitives. Ce n'est pas seulement dû à de la médication ou autre, c'est observé à travers le développement. Mais un autre point sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est l'effet de l'adversité sur le fonctionnement cognitif. Donc, l'adversité, la maltraitance, donc des stress chroniquement stressants, donc des traumas complexes. Donc, concrètement, pourquoi on pense ça? C'est que la maltraitance, ça représente un facteur de risque parce que ça agit comme un événement qui est chroniquement stressant. Et le stress chronique est susceptible d'entraver le développement sain, dans le fond, du cerveau, de certains circuits de façon plus spécifique. Et il y a tout un dysfonctionnement de l'axe HPA qui est connu. Et il y a certaines atteintes qui sont répertoriées un peu plus au niveau des effets de l'adversité sur le fonctionnement cognitif. On sait entre autres que l'hippocampe, on peut observer des altérations au niveau de cette structure-là. Et l'hippocampe, c'est responsable c'est le siège du fonctionnement mnésique quand on veut apprendre des apprentissages scolaires. L'amygdale, donc tous les aspects émotifs suite à des réponses de peur, donc on sait que ça est aussi affecté. Et le cortex préfrontal, qui lui est le siège du fonctionnement cognitif supérieur, donc les fonctions exécutives. Donc concrètement, le fait d'avoir vécu de la maltraitance à l'enfance, qui est un facteur de stress chronique, c'est un facteur de risque pour développer des problèmes cognitifs, mais c'est un facteur de risque aussi, la maltraitance, pour développer des troubles de santé mentale. Et j'ai dit tout à l'heure que les troubles de santé mentale, bien, ça vient avec certaines difficultés cognitives. Donc, vraiment, on a des populations ici qui sont à risque de présenter ces difficultés-là. Et donc, on s'est posé la question avec mon équipe, quelles sont les répercussions plus spécifiques au niveau de l'adversité sur le fonctionnement cognitif? Et on a fait différentes méta-analyses, donc, pour évaluer l'impact de la maltraitance sur la cognition, puis d'évaluer aussi bien, la concomitance avec un trouble psychiatrique. Donc, est-ce que le fait de présenter un trouble de santé mentale dans un contexte de trauma complexe, donc de maltraitance aussi, est-ce que ça rend est-ce qu'on observe plus de difficultés cognitives? Donc, la question, on se l'est posée, puis je vous fais part de certains résultats qu'on a pu observer à travers nos différentes méta-analyses. Donc, la première, c'était donc d'évaluer le profil neuropsychologique des enfants, des adolescents et des adultes qui ont vécu de la maltraitance comparativement à un groupe contrôle du même âge. Donc, on avait à ce moment-là répertorié 52 études et on a voulu donc comparer le groupe de maltraitance avec un groupe sain. Et ce qu'on a observé, c'est que l'exposition à la maltraitance, bien, ça amène une altération globale donc, du fonctionnement neuropsychologique d'une taille d'effet modérée. Donc, c'était quand même important, et ce n'est pas dans un contexte de trouble de santé mentale, mais dans un contexte de maltraitance. Donc, ça amène des difficultés cognitives, des difficultés qui étaient plus importantes chez les enfants. Ensuite, on a réalisé une deuxième méta-analyse et on a voulu regarder l'impact de la maltraitance dans un contexte aussi d'un trouble de santé mentale. Et donc, on a réalisé cette méta-analyse-là et ce qu'on a observé, il y avait moins d'études. Donc, on a comparé le groupe exposé à la maltraitance et qui souffrait d'un trouble de santé mentale comparativement à un groupe sain. Et ce qu'on a observé, c'est que l'exposition à la maltraitance et à un trouble de santé mentale, mais ça amène des altérations du fonctionnement neuropsychologique avec une taille d'effet ici, encore une fois, qui est modérée, un peu plus élevée.
Et la dernière méta-analyse qu'on a fait pour essayer de bien comprendre tout l'effet de la maltraitance sur le fonctionnement cognitif, ici, on a regardé, on a comparé 2 groupes. Donc, pour isoler, si vous voulez, l'histoire ou l'effet de la maltraitance. Donc, on avait un groupe exposé à l'histoire de maltraitance dans un contexte de troubles psychiatriques comparativement à un groupe contrôle, donc sans maltraitance. Bien évidemment, on dit sans maltraitance parfois, hein, c'est des faux négatifs, mais ça, on n'était pas en mesure de pouvoir l'évaluer à travers les études recensées. Et donc, comparativement à un groupe avec troubles psychiatriques. Et ce qu'on a observé, c'est qu'ici, donc, l'exposition à la maltraitance, ça amène à une altération du fonctionnement neuropsychologique avec une taille d'effet qui ici était un peu plus faible. Et c'est comme si, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, le fait dans les 2 groupes d'avoir un trouble de santé mentale, ça diminue quand même, d'une certaine façon, ça va affecter le fonctionnement cognitif, mais il y a quand même un effet qui semble plus spécifique dans le contexte de la maltraitance. Et si on résume, ici, donc concrètement, c'est tous les domaines cognitifs. Ici, on regarde le code de couleur. Ici, c'est la première méta-analyse, donc maltraitance comparativement à un groupe contrôle, maltraitance plus un trouble psychiatrique comparativement à un groupe contrôle, et maltraitance plus un trouble psychiatrique comparativement à un trouble psychiatrique. Et donc, c'est un peu ce qu'on a observé à travers les différents domaines cognitifs. Et ce qu'on observe, c'est que ce qui ressort au niveau des tailles d'effets qui sont significatives et quand même importantes et significatives à la fois dans les 3 devis expérimentaux, si vous voulez. Donc, c'est des difficultés au niveau de la mémoire de travail, donc la capacité à manipuler des informations dans notre tête puis donner une réponse, faire un calcul mental, par exemple, retenir une consigne. La mémoire épisodique verbale, donc retenir des informations, mais les rappeler quand même un peu plus tard. 30 minutes plus tard, par exemple, les apprentissages scolaires, entre autres, et l'intelligence. Donc, c'est quand même très cohérent avec les atteintes au niveau plus cérébral qu'on peut observer en lien avec cette espèce de stress-là qui est plus chronique. Et ce qu'on a observé aussi à travers ces études-là, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'études au niveau des adolescents qui ont vécu de la maltraitance. Et si je résume les travaux qu'on a effectués, je vous ai présenté mes travaux aujourd'hui, mais il y a d'autres travaux vraiment dans les écrits scientifiques aussi qui suggèrent, donc, qui mettent en évidence que les personnes qui composent avec un trouble de santé mentale, peu importe l'âge, que ce soit des enfants, des adultes, des jeunes en premier épisode, puis les jeunes qui ont vécu de l'adversité aussi, donc, qui présentent ou pas un trouble de santé mentale, mais qui ont vécu ce stress-là, chroniquement stressant, bien, ils risquent de développer fortement des troubles cognitifs. Donc, ça touche plusieurs jeunes, ça touche plusieurs personnes, là, vraiment, la nature de ces difficultés-là. Et ce qu'on remarque, moi, je m'intéresse beaucoup à toutes les études qui vont vouloir développer de la remédiation cognitive, donc des interventions pour améliorer le fonctionnement, cognitif. Je pense qu'il y a un micro d'ouvert. Donc, voilà. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que oui, il y a des études qui s'intéressent à la remédiation cognitive, mais de façon générale, c'est pas toujours possible. Moi, je crois beaucoup à ces études-là, puis je suis en train d'en développer, mais c'est pas nécessairement toujours possible d'atteindre plusieurs personnes en même temps pour offrir ces interventions-là qui nécessitent quand même pas mal de formation et tout ça. Donc, dans une approche de soins, si vous voulez, en étapes, mais je le vois un peu plus comme un niveau comme plus précis, plus intense au niveau de certaines personnes qui pourraient présenter des difficultés cognitives, mais un niveau plus inférieur, donc c'est un niveau un peu plus globalement, donc d'outiller des intervenants, des jeunes, pour mieux comprendre, c'est quoi le fonctionnement cognitif, les facteurs de risque, les facteurs de protection, est-ce qu'on peut développer, mettre en place des stratégies? C'est vraiment, moi, des questions qui me préoccupaient beaucoup, puis qui me préoccupaient beaucoup aussi suite à la publication de nos premières méta-analyses, de voir à quel point c'est quand même très important. Puis en parlant avec des cliniciens, je me suis aperçue aussi que les cliniciens, parfois, ils se sentent moins outillés pour pouvoir intervenir, que ce soit auprès des jeunes, auprès des familles, pour leur expliquer que ça peut être des difficultés cognitives qui peuvent expliquer, par exemple, un retard d'un jeune à ses rendez-vous, parce que c'est pas toujours la première hypothèse qui nous vient en tête. Des fois, on peut dire, un jeune ne vient pas à ses rendez-vous, peut-être c'est parce que ça ne tente pas, ou peut-être aussi parce qu'il a oublié. Donc, cette idée-là d'hypothèse alternative que j'appelle, ça permet
de comprendre, de voir le jeune sous une autre perspective. Je parle souvent de jeunes parce que c'est les clientèles avec lesquelles je travaille, là, les adolescents, les jeunes adultes. Donc, cette idée-là de vouloir faire un certain repérage, de valoriser une prise en charge précoce, puis de mieux comprendre que parfois certaines difficultés cognitives ben, peuvent être attribuées à tort à d'autres difficultés, mais de mieux comprendre la source des difficultés d'un jeune. C'était le but de développer donc ces outils-là de neuroéducation, donc de développer la trousse cerveau. Donc, les objectifs de la trousse cerveau, c'est de renseigner les professionnels qui œuvrent au sein du système de la santé, services sociaux, ça peut être au niveau communautaire aussi, sur le fonctionnement neuropsychologique. Donc, renseigner les professionnels, j'ai envie de dire aussi les futurs professionnels, parce que moi, je les utilise dans mes enseignements à l'université pour que ce soit à des étudiants en neuropsychologie, en psychologie, mais ça peut être en travail social, des intervenants qui vont travailler avec des jeunes adultes qui sont susceptibles de présenter ces difficultés-là. Et donc, de les renseigner, puis de favoriser le repérage précoce des difficultés neuropsychologiques par une meilleure connaissance. Donc, si on comprend mieux, si on est capable d'intervenir à un certain niveau, puis ensuite, on se dit, ah, peut-être que là, le jeune ou la personne mériterait un suivi ou peut-être plus une évaluation plus précise, bien, ça sera déjà ça, donc cette capacité-là de repérage, puis d'aller référer aux besoins s'il y a une meilleure connaissance du fonctionnement neuropsychologique. Donc, mais il faut quand même garder en tête que le fonctionnement neuropsychologique, c'est quand même assez complexe. Les trousses cerveau n'ont pas la prétention, mais pas du tout, de remplacer l'expertise d'un professionnel qualifié. Au contraire, je les vois plus comme une source d'information aidante pour mieux comprendre les jeunes qui présentent ces difficultés-là, sans nécessairement toujours se rendre à un neuropsychologue, mais offrir un certain appui, une certaine aide, donc comme un premier niveau d'une certaine façon. Et donc, on a développé, c'est un projet qui est parti petit et qui est devenu un peu plus grand à travers le temps. Donc, on a développé 4 volets qui font en sorte qu'on appelle ça la trousse cerveau. Donc, un premier volet, le volet théorique, et ensuite 3 volets cliniques qui sont un peu différents du volet théorique. Le volet théorique, c'est un volet qui va s'intéresser aux facteurs de risque, aux facteurs de protection pour une bonne santé cognitive. Donc, bien dormir, donc faire de l'exercice, vraiment des bonnes habitudes de vie. C'est destiné particulièrement aux professionnels qui souhaitent en apprendre un peu plus sur le fonctionnement cognitif, les bonnes habitudes de vie. Donc, ça, c'était le volet théorique. Ensuite, on a 3 volets cliniques. Un volet clinique pour les adolescents qui est en jaune. Ensuite, le volet clinique pour les jeunes adultes. Et ça, dans le fond, ça a été publié en, je veux juste le dire, 2017, le volet théorique, au niveau des adolescents aussi. Puis ensuite, 2020 pour le volet pour les jeunes adultes et 2022 pour les membres de l'entourage. Donc, on est allé vraiment en étapes puis avec différentes populations. Dans les volets cliniques, on a voulu avoir comme des petites mises en situation qui sont spécifiques puis qui font du sens pour les adolescents, ensuite pour les jeunes adultes et les membres de l'entourage. Et ce sont des outils qu'on a développés en co-construction, en co-développement. Donc, c'est parti, comme je vous dis, quand on a publié notre première méta-analyse sur l'effet de la maltraitance, en parlant avec des intervenants du milieu, on disait, mais Caroline, il faut que tu viennes présenter ces résultats-là. Je leur disais, oui, ça va être intéressant de présenter des résultats, mais comment on peut faire plus? Comment on peut concrètement aider ces intervenants-là? Donc, c'était un peu l'objectif. Et partant de ce besoin-là, si on veut des partenaires, bien, ces outils-là ont été développés avec des intervenants, psychoéducateurs, il y avait un pédopsychiatre à un moment donné qui a participé comme à des groupes d'échange, des personnes concernées. Les personnes concernées, ici, bien, on parle d'adolescents qui étaient en centre jeunesse, jeunes adultes qui présentaient un trouble psychotique. Puis des membres de l'entourage, donc des membres de l'entourage qui ont un proche qui présente des troubles cognitifs. Donc, on les a fait ensemble, donc avec une préparation de la part de mon équipe de recherche, des étudiants qui étaient en neuropsychologie, puis on faisait des rencontres, un genre d'échange pour voir est-ce que l'outil est intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, est-ce que ça répond à vos questions. Bref, on a fait un processus itératif de cette façon-là. Je vous présente concrètement un des outils ici. Donc, ça, c'est pour le volet clinique, c'est un des premiers qu'on a fait. Donc, pour les adolescents, pour la clientèle jeunesse, tout simplement. Donc, concrètement, on a toujours, dans chacun des outils, même le volet théorique,
petite photo où on explique qu'est-ce que c'est à quoi ça réfère le fonctionnement cognitif. Donc, en gros, on a les différents domaines cognitifs ici qui sont habituellement évalués en neuropsychologie. Et les régions cérébrales qui sont sollicitées. Évidemment, il n'y a pas juste une région cérébrale qui est sollicitée. Là. Souvent, il y a plusieurs régions aussi, mais ça donne un peu une idée quand même. Et dans chacune des trousses, ben, on prend le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est chacune des fonctions. Et ensuite, dans les volets cliniques, donc le volet pour ados, les jeunes adultes, les membres de l'entourage, bien, on a comme des mises en situation cliniques où on essaie de montrer, mais ça ressemble à quoi le fait de vivre des difficultés de mémoire de travail quand on est un adolescent. Donc, on a toujours un petit personnage ici, on explique bien, comment ça s'est manifesté. Par exemple, ici, c'était des problèmes de calcul, des problèmes de surcharge à l'école, suivre des conversations. Et on propose des stratégies habituellement aidantes. Donc, on connaît dans les écrits scientifiques qui peuvent aider d'une certaine façon à mieux mémoriser dans ce cas-ci. Donc, si on prend l'exemple de la mémoire de travail, on sait que normalement, répéter la même information plusieurs fois, donc ce qu'on appelle de l'autorépétition, bien, on risque d'avoir une trace mnésique là, qui va être un peu plus riche. On risque de s'en rappeler. Demander, par exemple, dans ce cas-ci, à son professeur, bien, de donner une consigne à la fois. Parce qu'on sait que quand il y en a plus que 2, plus que 3, des fois, ça peut surcharger là, le fonctionnement cognitif. Donc, c'est comme d'apprendre qu'on peut le demander, de juste dire une chose à la fois et d'écrire, simplifier des consignes, donc prendre des notes. C'est sûr que ça, c'est le meilleur appui à la mémoire de travail. Quand on ne peut pas tout garder en tête, on prend des notes. Ces stratégies-là, elles sont pertinentes pour plusieurs personnes. Mais moi, j'en utilise. Donc, voilà, il y en a des pertinentes là-dedans. Donc, ça, c'était pour la mémoire de travail et on en a pour tous les domaines cognitifs qui sont ici. Bien, on a toujours la même chose, donc c'est toujours fait de la même façon, la mise en situation et les stratégies. On a notre code de couleur, là. Ici, c'était par exemple pour les jeunes adultes, c'est tiré de la trousse verte. Donc, on a ici des différentes stratégies là, qui peuvent être aidantes. Ce n'est pas des stratégies magiques, hein. Ce n'est pas miraculeux, puis ça ne changera pas le fonctionnement du cerveau, pas du tout. Mais parfois, ça peut être des exemples simples qui peuvent être quand même facilement mis en place. Et on a aussi des stratégies ici aidantes pour les membres de l'entourage. Donc, ça peut être vraiment à différents niveaux. Donc, demander à un proche de répéter ou autre. Donc, bref, on veut outiller le proche pour mieux aider la personne qui présente les difficultés. Et donc, ça, on a développé ces trousses-là. Au début, c'était format papier uniquement. Ensuite, on a avancé à travers le temps. On a eu nos trousses version PDF. Elles sont disponibles gratuitement. Là, à un moment donné, on s'est dit, bien, ça serait intéressant peut-être de développer comme des petites capsules qui pourraient résumer un peu bien, ce qu'on a dans nos trousses, mais quelque chose de plus dynamique, de plus vivant. Donc, de là est venue l'idée de développer la trousse cerveau interactive. Et là, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que maintenant, on a un site web. Donc, merci au CRSH, on a eu 2 subventions connexion pour développer cette plateforme-là que je vous présente. Puis, les différentes capsules qui permettent d'illustrer de façon un peu ludique les difficultés cognitives au quotidien. Puis, quelles stratégies on peut utiliser. Donc, ça reprend vraiment le contenu des trousses, mais fait avec des petites capsules vidéo. Donc ici, on a le code QR là, pour se rendre directement là, sur le site web. Je peux peut-être essayer de vous montrer. Juste me dire si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'ai mis la plateforme. Oui, Oui, super. très bien, Caroline. Super, merci beaucoup. Donc, ça ici, puis je vous dirais aussi, j'avais le souci de rendre les outils gratuits. Je veux que ce soit diffusé, je veux que ce soit accessible. Donc, au début, les versions papier, bien, il fallait payer pour en avoir. Puis j'ai eu une chaire de recherche où finalement, j'ai acheté les versions. Puis parfois, je peux en distribuer quand je donne des conférences, plus spécifiquement des ateliers sur la trousse cerveau. Fait qu'il y a ce souci-là de partager. Et après ça, partager en ligne, donc de tout rassembler sur cette plateforme-là. Donc, concrètement, vous reconnaissez ici là, les adolescents, les jeunes adultes, les membres de l'entourage, puis il y a aussi un onglet qui est destiné aux professionnels. Si on prend, par exemple, les adolescents, bien, ici, vous voyez, c'est les mêmes
c'est la même reproduction du cerveau que je vous ai montré tout à l'heure, qui se retrouve dans la version PDF. Et si on clique, par exemple, sur un domaine qu'on a le goût d'aller voir, de mieux comprendre, bien, ici, on fait un petit rappel de ce que c'est, donc la mémoire de travail, et on a inséré toutes les petites capsules directement sur la plateforme aussi. Donc, vous allez pouvoir les retrouver. Je vais vous montrer un exemple juste après. Puis après ça, bien, on a des petits onglets ici. Par exemple, quand une personne me demande 3 choses, je réponds qu'à la première ou à la dernière. Bon, parfait. À ce moment-là, tu sais, ça peut être le stress. Des fois, qu'il peut expliquer ça. Tu peux demander de l'aide, tu peux noter. Donc, on a essayé de rendre ça le plus vulgarisé possible pour que ce soit aidant puis intéressant. Donc, bien, vous pourrez aller consulter cette plateforme-là puis partager la bonne nouvelle si vous le souhaitez. Donc, je vais vous montrer juste un petit genre de teaser pour que vous puissiez comprendre un peu ben, qu'est-ce que c'est là, qu'est-ce que c'est les trousses, ben, les capsules vidéo qu'on appelle le cerveau animé. Le cerveau animé, c'est toutes les petites capsules qui se retrouvent dans la trousse interactive. La trousse interactive, c'est la plateforme avec le cerveau animé, les petites capsules, les PDF, tout est là. Donc, je vais vous montrer juste le petit teaser ici. Vous entendez bien? Normalement, oui. Voilà. Donc, ça vous donne un peu, oh, c'est pas ça que je l'avais. Donc, ça vous donne un peu une idée globalement le projet. Il faut qu'on remette à jour notre petit teaser parce qu'au début, les 18 capsules, c'était uniquement pour le volet adolescent, jeune adulte. Cette année, donc en janvier 2021, on a eu une autre subvention connexion pour développer des capsules pour notre dernier volet, donc les membres de l'entourage. Ça a été développé cet été, c'est en cours, là, on est sur le point de finaliser, donc on va pouvoir mettre à jour. On va pouvoir plutôt téléverser les dernières capsules bientôt là, sur la plateforme. Donc, ce sera à surveiller pour voir la suite. Donc, ça donne quand même un peu une idée. Je vais vous présenter aussi une petite capsule. C'est une ici pour montrer les difficultés de la mémoire de travail puis comment ça peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider. Pardon. La mémoire de travail. Donc, Sarah, je vais te demander de couper les carottes en cubes, préchauffer le four et ensuite mélanger l'huile végétale avec sucre et carottes. D'accord? J'ai terminé de couper les carottes. Je fais quoi maintenant déjà? Sarah a des problèmes avec sa mémoire de travail. Cette dernière permet de garder en mémoire de l'information lue, vue, entendue dans les dernières secondes ou dans les dernières minutes. Ce type de mémoire permet de maintenir l'information. La mémoire de travail permet aussi de manipuler les informations. Qu'est-ce que Sarah peut faire pour s'aider? Répéter la même information plusieurs fois dans sa tête. Écrire et simplifier les consignes ou instructions d'une tâche pour pouvoir s'y référer la prochaine fois. Donc, ça donne un peu une idée au niveau de la mémoire de travail. Et je vais vous présenter un exemple au niveau de la cognition sociale.
la cognition sociale. Hey Kat, ça va? Regarde, je l'ai eu hier. Tu as vraiment choisi Il celui-là? a beaucoup plus de mémoire vive pour plein d'applications. Écoute, je n'ai pas le temps de te parler ce matin, je dois y aller. Laurence a souvent des difficultés de cognition sociale, qui est essentielle pour être en mesure de bien comprendre les autres personnes autour de nous. Par exemple, lorsque Laurence a parlé à Catherine de son nouveau téléphone portable, elle a perçu l'attitude de Catherine de manière négative. Qu'est-ce que Laurence peut faire pour s'aider? Lorsque c'est possible, elle pourrait mentionner la façon dont elle a perçu l'attitude de son amie pour vérifier si elle interprète bien ses réactions. Allô? Je me demandais ce matin, quand je t'ai montré mon nouveau portable, j'ai eu l'impression que ça t'intéressait pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a pas plu? Oh non, excuse-moi d'être partie rapidement tantôt. J'ai réalisé après que j'ai peut-être eu l'air impatiente. J'avais un examen qui me stressait beaucoup et je voulais aller réviser un peu avant. Bon choix cellulaire en passant. Donc, ça peut donner un peu une idée. Il y en a plusieurs autres là, qui sont même, je trouve, au niveau de l'attention, particulièrement intéressantes aussi. Donc, on voit par exemple un jeune qui est en train d'essayer de faire son examen à l'école, puis on le voyait dans le teaser, là, mais les oiseaux dehors qui font du bruit, quelqu'un qui a comme une gomme dans sa bouche qui fait des ballons, puis là, ça éclate, puis là, tout est dérangé. Fait que c'est un avion qui passe dehors. Donc, ça montre vraiment comment ça peut être perturbant d'avoir ces difficultés-là, de ne pas être capable de mettre d'une certaine façon là, un filtre pour pouvoir se concentrer. Puis évidemment, ensuite, toujours des stratégies aidantes. On essaie toujours de terminer positivement chacune des petites capsules. Ici, c'est quand même important de nommer que les capsules vidéo, ça a été fait en collaboration avec plusieurs personnes et particulièrement des étudiants en design à l'Université Laval. Donc, toutes les petites capsules, le montage, il y en a vraiment plusieurs. C'est comique, là, des fois, là, ils font toutes sortes de petites allusions. Donc, c'est vraiment intéressant, mais c'est vraiment des étudiants à l'école de design qui ont fait ça, supervisés par un professeur à l'école de design. Fait que ça a été une belle collaboration, hein, ce savoir-là, comment montrer des émotions, des sentiments et montrer des difficultés. Puis le savoir plus scientifique avec nous, notre équipe. Puis on a essayé de jumeler avec différents savoirs aussi de personnes qui présentent ces difficultés-là pour voir s'ils arrivent à comprendre les difficultés, comprendre comment la stratégie peut être mise en place. Donc, ça a été tout un travail de collaboration puis de croisement de savoir pour en arriver à ces petites capsules-là. Je vais y revenir juste un petit peu plus tard là, dans mes remerciements. Donc, je tiens toujours à mentionner que c'est un travail d'équipe, évidemment. Moi, je fais des PowerPoint de base, là, fait que je ne suis pas sur le bord, comme on va dire, d'arriver avec des petites capsules comme ça. Donc, voilà. Et ben, vous pourrez aller explorer la plateforme si jamais ça vous intéresse. Par ailleurs, on a développé aussi une affiche neuroéducative issue de la trousse cerveau, mais ici, c'est juste l'idée d'avoir comme une affiche qui résume un peu toute l'information pertinente. Moi, je l'ai dans mon bureau, donc on a fait un petit format aussi qui est plus facile à utiliser. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ça permet, encore une fois, toujours l'idée de vulgariser le fonctionnement neuropsychologique, de mieux comprendre tout le monde ensemble, là, tout le monde un peu démocratiser d'une certaine façon cette compréhension-là là, du fonctionnement neuropsychologique, puis d'outiller, surtout, pour moi, c'est vraiment extrêmement important, d'outiller différents intervenants pour vraiment mieux aider les personnes qui présentent ces difficultés-là. Jusqu'à un certain point, évidemment, parce qu'à partir d'un certain niveau de difficulté, il faut aller consulter un professionnel pour avoir une évaluation, pour avoir même des stratégies plus spécifiques, plus personnalisées et même un plan d'intervention en remédiation cognitive. Mais comme je disais, ça, c'est comme un autre niveau. Le but des trousses cerveau, c'est plus comme un premier niveau. Donc, de plus vulgarisation, puis outiller les cliniciens, puis amener ces échanges-là avec les personnes qui présentent les difficultés. Donc, au niveau des utilisations concrètes de la trousse, sur le plan clinique, il y a beaucoup de neuropsychologues, beaucoup de cliniciens qui les utilisent pour une meilleure compréhension des rapports d'évaluation neuropsychologique, de mieux comprendre quelles sont les difficultés qui sont rencontrées. Donc, ça peut être utilisé de cette façon-là. Lors de la rencontre bilan, donc souvent les neuropsychologues, quand on fait une évaluation neuropsychologique à la rencontre bilan, on peut utiliser une petite capsule, on peut utiliser des exemples, des manifestations pour
un peu déstigmatiser d'une certaine façon ces difficultés-là, puis dire qu'on peut utiliser des stratégies pour essayer de s'aider. L'idée aussi de repérer des potentielles difficultés cognitives. Donc, si on est plusieurs à mieux comprendre le fonctionnement cognitif, ça nous permet de mieux comprendre ces jeunes-là qu'on peut voir qui présentent des difficultés cognitives. Ça amène aussi l'idée que parfois on peut avoir, comme je le mentionnais tout à l'heure, cette espèce d'hypothèse alternative-là, de dire, ben, si le jeune y arrive, par exemple, en retard à ses rendez-vous, c'est peut-être pas juste pour provoquer, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas d'horaire, pas d'alerte. C'était plus facile d'oublier le rendez-vous, par exemple. Donc, ça change la façon d'intervenir, ça change la perspective qu'on peut avoir de la personne. Et ça, pour moi, je trouve que c'est un premier pas vers la lutte à la stigmatisation en santé mentale aussi. Sensibiliser donc les personnes concernées, donc les personnes qui présentent les difficultés, que des stratégies peuvent être mises en place. Puis des fois, ça peut être des stratégies toutes simples, demander de répéter, prendre des notes, s'organiser, utiliser un agenda, des rappels. Mais on peut essayer. Puis évidemment, je tiens toujours à le rappeler, jusqu'à un certain point. Sinon, après ça, on a besoin d'un intervenant plus précis là, pour guider, parce que parfois, la nature de la difficulté va influencer la façon qu'on prend en charge la personne. Et ça prend une évaluation pour le faire. Donc, il y a toute cette utilisation-là sur le plan clinique. Et en enseignement aussi, moi, par exemple, je l'utilise dans mes cours, les étudiants au premier cycle, au troisième cycle, pour mieux comprendre là, le fonctionnement neuropsychologique. Les prochaines étapes pour moi, par rapport à tout ce développement-là, aujourd'hui, ça fait partie de ces étapes-là, donc de diffuser le matériel, d'essayer comme c'est gratuit, là, on a notre nouvelle plateforme, on a eu un lancement de cette plateforme-là en mai cette année, donc c'est quand même assez nouveau. Donc, diffuser le matériel, outiller aussi certains intervenants. Donc, on va commencer à faire des fois des formations pour des intervenants qui pourraient être intéressés à mieux utiliser, par exemple, ces trousses-là. J'ai également l'intention de développer des groupes de neuroéducation, donc des groupes à l'intérieur desquels on va utiliser le matériel qui a été développé, favoriser des discussions, former des intervenants pour utiliser ce matériel-là. Donc, une façon un petit peu plus structurée d'utiliser le matériel des trousses et évaluer les effets aussi. Et ici, je termine parfois avec une petite citation ou autre là, des présentations, mais moi, ça ici, je présente Luc Vigneault, vous connaissez peut-être ou probablement en fait. C'est un père aidant, un conférencier. Moi, il vient toujours enseigner dans mes cours au doctorat en neuropsychologie, dans mon cours d'intervention. C'est une personne qui compose avec un trouble psychotique, qui a vécu beaucoup de stigmatisation dans son parcours et qui maintenant est impliqué avec des équipes de recherche, dont notre équipe de recherche à l'Université Laval, pour faire valoir son savoir expérientiel, ses besoins comme personne qui a eu à composer avec toutes ces difficultés-là. Comment ça peut nous inspirer, nous, je parle moi comme neuropsychologue, mais aussi comme chercheur, développer des outils qui vont aider, qui vont avoir du sens pour ces personnes-là aussi. Donc, Luc, je trouve, nous aide beaucoup. En tout cas, moi, il me remet en question, alimente ma façon de faire. Donc, vraiment, cette alliance-là, recherche-pratique, je trouve ça très riche. Donc, ici, c'était une photo. J'ai fait une année d'études et de recherche à Lyon 2019-2020, puis je l'avais invité à venir donner une conférence là, au centre hospitalier Le Vinassier. Donc, il était venu parler de stigmatisation en santé mentale. Donc, c'est vraiment très inspirant, son parcours. Et dans un de ses derniers livres qu'il vient de publier sur la stigmatisation, justement, je le cite, il dit « Je comprends maintenant que l'intelligence se définit bien plus largement que par la mémoire, l'attention et la concentration. Il reste que j'aurais aimé le comprendre plus tôt dans ma vie. Je me serais fait davantage confiance pour entreprendre les projets qui me tiennent à cœur. » Donc, je dirais que c'est en ce sens-là que moi, comme professeur, que je continue mes travaux, autant dans la recherche, les méta-analyses, de comprendre les effets, les mécanismes qui expliquent les difficultés, mais je trouve ça important dans ma programmation aussi de travailler de concert avec les cliniciens, les personnes concernées, à un peu amener ce savoir-là scientifique, mais au quotidien, puis avec des outils pour outiller les intervenants qui sont, je dirais, aux premières loges pour observer ces difficultés-là, puis pour intervenir, puis j'ai envie de dire probablement changer le parcours de ces personnes-là qui ont à composer, donc Luc ici, entre autres, avec un trouble psychotique. Et ici,
juste pour dire que je travaille avec Luc, que vous voyez ici, et d'autres chercheurs à l'Université Laval, mais aussi à l'extérieur de l'Université Laval. On s'appelle le groupe CAP Rétablissement, donc CAP pour comprendre, agir et partager. Au niveau du rétablissement en santé mentale pour les jeunes qui ont vécu un premier épisode psychotique. Et donc, toutes ces connaissances-là au niveau des difficultés cognitives qui peuvent être un frein au niveau du rétablissement, donc de réaliser des projets personnels, bien, on est toute une équipe mobilisée autour de ces thèmes-là. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement là, aux aspects neuropsychologiques. Et Luc est notre capitaine, d'une certaine façon, dans notre équipe CAP pour toujours nous garder, j'allais dire des fois, tu sais, les deux pieds sur le plancher, dire, OK, on fait de la recherche. C'est intéressant de pouvoir, en tout cas pour ma part, répondre à des questions que lui peut se poser comme personne qui compose avec ces difficultés-là, outiller les intervenants et autres. Donc, bref, c'est un beau travail d'équipe. Et je tiens à faire certains remerciements parce qu'évidemment, vous comprendrez que tout ce travail-là, autant au niveau des méta-analyses, le développement de la trousse, la plateforme, les capsules, c'est vraiment un travail d'équipe. Et oui, j'ai la chance aujourd'hui de présenter ces résultats-là, ces travaux-là, mais je tiens à mentionner tous les auteurs de la trousse cerveau, donc ici, qui sont nommés. Leur aide a été incroyable dans tous les développements. Les équipes des étudiants artistes, vraiment carrément, qui nous ont aidés au développement des capsules. La musique, vraiment autre que vous avez entendu, donc c'est tous les étudiants. Et comme le développement des capsules puis la plateforme, ça a été développé dans le cadre d'une demande de 2 subventions du CRSH, des subventions connexion, on avait beaucoup de partenaires avec qui on a fait là, des petites rencontres de co-construction et autres. Évidemment, le CIUS de la capitale nationale est un partenaire dès le départ. L'Association québécoise des neuropsychologues nous soutiennent, partagent nos outils. L'Association francophone de remédiation cognitive est en France, diffuse tous les outils pour favoriser leur établissement en santé mentale, la boussole, puis le réseau Ventre Craqué étaient des partenaires pour tout le volet, les membres de l'entourage. Et évidemment, le CRUGEP qui nous a soutenus dès le départ pour le développement de ces outils-là. On a également invité des proches, des professionnels à nous donner leur avis dans le développement des capsules. Puis également aussi un groupe au niveau académique parce que, tu sais, il y a vraiment l'idée de vulgariser le fonctionnement cognitif puis d'enseigner aussi. Donc, j'ai fait appel à des neuropsychologues que je connais, des psychiatres ici et en France pour avoir vraiment leur opinion pour que ce soit culturellement aussi intéressant et sensible. Et mes remerciements, des profonds remerciements donc à Ariane, Caroline Richard, Gabriel, qui ont permis là, de mettre tous ces outils-là en place. Et pour terminer, donc, si vous voulez suivre un peu là, les différents travaux que je mène, il y a la plateforme que je vous ai présentée tout à l'heure. Il y a également aussi ma page web là, sur le site de l'Université Laval. Vous pourrez voir, je partage souvent des conférences que je vais donner, différents outils ou autres que vous pourrez retrouver là. Sinon, écrivez-moi un courriel, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Donc, pour rester en contact, donc n'hésitez pas. Et ça terminerait ma présentation. Merci beaucoup.